Dernier atelier de cette matinée, comment gérer donc les flux retour quand il faut rappeler un produit pour des raisons sanitaires, pour un autre défaut, et comment un outil de gestion comme le WMS aide à gérer la traçabilité produit et simplifie donc l'identification des bons produits dans le circuit de distribution et surtout de les rappeler. On va en parler donc avec nos invités, avec Denis Pasquier, directeur des opérations Supply Chain chez Inlog, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Merci. Et André Muller, directeur général de Sofrilog West, pardon. Alors, les exemples que vous allez nous donner sont issus de l'agroalimentaire et concernent donc les rappels en grande distribution. Je rappelle que ces exemples sont évidemment transposables sur d'autres secteurs d'activité. Pour commencer, eh bien, je vous propose de nous présenter vos sociétés. On va commencer avec vous, Denis. Alors, Inlog, on rappelle, c'est l'entité du digital du groupe Tesson, spécialiste de la supply chain. Exact. Groupe Tesson, basé en Vendée. L'histoire du groupe est étroitement liée à celle des Sables-d'Olonne, et notamment du domaine maritime où les bateaux de pêche, dans les années 1900, emmenaient le poisson, déchargeaient le poisson sur les quais. Et il fallait conserver ce poisson, problématique. Et donc, dans les années 20, grand-père Tesson a eu l'idée de fabriquer de la glace pilée pour pouvoir conserver ce poisson. Et il fabriqua un premier entrepôt dédié à ça, puis un deuxième, puis un troisième. Dans les années 70, on a eu les premières contraintes, notamment de traçabilité, de normalisation, qui sont arrivées. Donc, l'entreprise Sofrica est née pour répondre notamment à ces contraintes. Tout était fait au papier crayon à l'époque, uniquement. Dans les années 80, tout à l'heure, lors de la première conférence, quelqu'un nous expliquait, le premier intervenant, que souvent ça venait du terrain. Les gens avaient des bonnes idées. Effectivement, il y a quelqu'un qui s'est dit c'est génial, il y a l'informatique qui arrive, on peut en faire quelque chose. Et cette personne a créé les bases d'un WMS, et notamment pour assurer, déjà enregistrer la traçabilité des premiers produits qui avaient à stocker. Alors, pas que le poisson, puisque les besoins en agroalimentaire sur notre département étant là, le logiciel a commencé à servir à la traçabilité, au stockage, à peu près tout. Le groupe Tesson, aujourd'hui, on a une entité qui s'appelle Dartes avec 120 000 m² d'entrepôt en France. Et on a Freenergy également, dont Stéphane parlait tout à l'heure, où on connecte, on branche de l'IoT et pas mal de choses. On récupère énormément de data pour pouvoir piloter les consommations énergétiques des entrepôts. On peut connecter au WMS pour améliorer les productivités de tout ça. Et on a également un marais salant au Sables-d'Olonne, très engagé dans la RSE. Les marais salants sont bien plus efficaces que planter des arbres, même s'il faut continuer à en planter, bien sûr. Pour en revenir à notre WMS, aujourd'hui, on est dans une version 9.3. Pour ceux qui nous connaissent, on a notre version 10 qui arrivera en janvier 2026. Alors, concernant Inlog, voilà, on est 70 collaborateurs sur 3 agences, un petit peu plus de 150 sites équipés pour 1500 utilisateurs. L'entreprise existe depuis 1983. Alors, concernant maintenant, donc merci pour cette présentation, Denis. On va passer donc à la présentation de Sofrilog. Alors, vous êtes spécialiste de la logistique et du transport grand froid. Ça représente quoi, Sofrilog, en termes d'activité, de collaborateurs, et ce qui nous intéresse aussi, de flux? Ok. Alors, tout d'abord, une transition assez naturelle avec Inlog, parce que Sofrilog, c'est la réunion de 2 entreprises familiales, Sofrino et Sofrica, que je dirige depuis 98. Donc le collaborateur qui avait développé, je l'ai eu dans les équipes, enfin vous voyez, qui avait développé Testfree. Donc c'est un partenaire, il y a un lien historique entre Inlog et Sofrica qui appartenait au groupe Tesson jusqu'en 2019, qui a été racheté par Sofrino avec qui on avait fondé Sofrilog en 2019. Donc aujourd'hui, Sofrilog est un groupe, est une ETI détenue par une famille, la famille Blanchard, qui est à Caen. On exploite 42 entrepôts frigorifiques. Sofrilog West est une filiale de Sofrilog. Donc 42 entrepôts frigorifiques que vous voyez sur la carte en orange. Et puis, on fait du transport tri-température, essentiellement
frigorifique, mais également à température ambiante et en froid positif. L'ensemble fait un peu plus de 1600 collaborateurs. Les entrepôts sont dispersés sur tout le territoire. On n'est pas dans l'Est en entrepôt, et on était à Anglette, on n'y est plus. Voilà. Et en transport, on a à peu près 500 camions. On développe le transport pour arriver à équilibrer en termes de chiffre d'affaires la partie entrepôt frigorifique et la partie transport. Alors en termes de couverture, on va pouvoir le voir aussi sur l'image. Hein, voilà la couverture transport aujourd'hui. En orange, c'est ce qu'on fait en moyen propre. Et en bleu, vous avez le transport poids lourd. En bleu clair, vous avez le transport en véhicule léger sans permis, où on fait de la logistique urbaine, livraison du dernier kilomètre, home service, voilà. Donc vous êtes sur l'ensemble du territoire français. Oui. Vous allez tous les deux en tout cas nous expliquer en quoi c'est pertinent et performant pour votre entreprise, hein, ce Freelog, la mise en place et le fonctionnement de la traçabilité dans un WMS. Et bon, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi un WMS, Denis ? Alors, un WMS, de l'anglais Warehouse Management System, en français un logiciel de gestion d'entrepôt. C'est un peu le chef d'orchestre d'un entrepôt. Ça facilite au quotidien le travail des opérateurs, ça pilote les opérations. Ça nous permet de réaliser ce qu'on peut voir d'affiché. Ça nous permet d'organiser les réceptions, ça nous permet d'organiser l'entreposage, et notamment d'isoler au sein d'un entrepôt différentes zones, telles que les tunnels de congélation. Ça nous permet également de ne pas stocker du poisson à côté de la viande. Ça permet également de préparer tout ce qu'on doit préparer en termes de colis, de palettes, d'organiser et puis d'expédier vers le destinataire final un ensemble de marchandises via différents moyens de transport. Quels sont ces avantages ? Alors, les avantages d'avoir un WMS, c'est la rapidité à laquelle on peut effectuer toutes ces opérations. Ça permet de garantir la livraison de l'exact produit commandé. Par exemple, si quelqu'un flash une palette et que ce n'est pas la bonne, clairement, c'est bloqué, la palette ne peut pas partir. Le gros avantage aussi, on peut prendre par exemple des paquets de poissons panés emballés dans des cartons, c'est tous les mêmes. La réalité, donc, c'est pas tout à fait les mêmes. Ce qui va les différencier, ça va être les lots, les DLC, d'ailleurs toute la traçabilité. Ouais, et quand on va venir flasher un carton ou un autre, même si ça se ressemble, ce n'est pas les mêmes, et on sait si le produit attendu ou le produit à préparer, c'est le bon ou pas. À quoi ça sert justement, ce que vous venez de parler de traçabilité, à quoi sert la traçabilité au sein d'un WMS? Et puis finalement, de quelle traçabilité parle-t-on? Alors, à quoi sert la traçabilité? Notamment à garantir la qualité du produit tout le long de la chaîne, la délivrabilité, que quand le produit arrive dans le magasin final, qu'on soit sûr et certain de sa qualité depuis le début de la chaîne. On a différents types de traçabilité. On a le tracking, le tracing. Bon, pour faire simple, on doit connaître au moment où notre boîte de poisson pané est partie de chez l'industriel, son numéro de lot, son numéro de fabrication. On pourra détailler un autre exemple après, un petit peu différent, où on comprendra mieux. On doit savoir sa provenance, sa destination, même au sein de l'entrepôt, partout où elle a pu transiter, être stockée, est-ce qu'elle est allée dans un entrepôt de débord, etc. On doit pouvoir être capable, pour une boîte de poisson pané, de connaître tous les différents mouvements de stock qu'elle a eu, du point de fabrication jusqu'à la livraison finale, avec les relevés de température qui vont bien. Et alors justement, vous avez mis en place une solution, et vous l'avez cité, c'est la solution TestFree, qui est conçue pour le grand froid. Quelles sont ses particularités? Alors, la particularité de TestFree, c'est d'être capable de travailler dans le froid négatif, donc jusqu'à moins 25 degrés. Alors, on peut vraiment démarrer les boutons, notamment. L'interface graphique est adaptée au grand froid.
Les opérateurs sont capables de travailler avec des gants assez épais sur des terminaux où le design est adapté à ça, ce qui n'est pas toujours le cas dans des WMS plutôt standards. Le matériel que l'on utilise est éprouvé chez nous pour aller jusqu'à -25. Alors, la liste est plutôt réduite parce que c'est compliqué de faire tenir du matériel à ces températures. Ouais. Le gros avantage aussi, on a des systèmes vocaux. L'entièreté des préparations de commandes se fait à la vocale, simplement parce qu'à -25, travailler avec du papier crayon, d'une, c'est de l'histoire ancienne, mais de deux, les imprimantes ne tiennent pas à ces températures-là. Les papiers sont humides, il n'y a rien qui s'imprime, c'est plutôt compliqué. Avec les systèmes vocaux, ça simplifie tout. Tout se fait à la parole. Ouais. Et comment ça fonctionne? Pour les opérateurs, comment ça fonctionne? Un opérateur de quai, par exemple en vocal, ou même autre, va se diriger vers un portail où un camion arrive. Au moment où le camion arrive, bien souvent, la traçabilité a déjà été intégrée automatiquement en provenance du fournisseur au logiciel. Donc l'opérateur, quand il va commencer à décharger le camion, commencer à scanner les palettes, et déjà ici il y a un premier contrôle, c'est-à-dire est-ce que la palette c'est bien celle qu'on attend, est-ce qu'elle est bien répertoriée dans ce qu'on attend. Aujourd'hui on a des codes barres alors qui vont de l'EAN128. On prend en charge les DIFACT, le GS1, beaucoup de normes. Et donc, quand on va scanner, on est capable de reconnaître ce qu'il y a dans la palette. C'est le premier contrôle. Est-ce que la DLC est bonne? Est-ce que, par exemple, si je prends l'exemple de la viande, les pays de naissance, les pays d'élevage, les numéros d'abattoir, on a dans la viande une quinzaine de champs différents. Et si on a un seul des champs qui est non attendu, enfin qui n'est pas juste, la marchandise est déjà bloquée pour un premier contrôle. Si tout est bon, eh bien, l'opérateur va décharger son camion et le WMS va lui dire il faut aller stocker cette marchandise ici, ou alors passer en tunnel de congélation avant. Et le WMS va organiser comme ça toutes les opérations jusqu'au stockage, puis ils vont recevoir des commandes à préparer qu'ils vont aller piquer dans un endroit ou dans un autre, ou alors des commandes qu'il faut enlever d'un tunnel de congélation pour du stockage ou transférer dans des entrepôts de débord, etc. Alors là, on parle de la gestion effectivement des flux. La thématique part sur la gestion des rappels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le WMS automatise justement le rappel de ces produits, le processus de ce rappel, de la détection initiale à la mise en œuvre des mesures correctives? Alors, je vais me limiter à la partie logicielle. Je pense que Hervé pourra expliquer l'opérationnel ensuite. L'avantage d'un WMS au niveau de sa traçabilité, c'est que l'ensemble des champs, l'ensemble des informations sont enregistrées dans le logiciel. Si un fournisseur détecte un produit, détecte que sur un numéro de lot, il y a un problème sanitaire, n'importe lequel, on va aller dans le WMS rechercher le numéro de lot ou une DLC ou toute autre information et on va déjà pouvoir avec le WMS tout de suite identifier si le produit est encore en stock ou non et dans les deux cas retrouver toute la traçabilité de ce produit, d'où il vient, est-ce qu'on en a en stock, si oui combien, où, est-ce qu'on en a déjà livré, à qui, quand. Et on va pouvoir déjà bloquer les préparations d'un numéro de lot, ou alors de l'ensemble des produits qui contiennent cette DLC-là pour le produit. On va même pouvoir bloquer le lot d'avant et le lot d'après par mesure de sécurité. Ouais. Et puis derrière, alors le WMS, on va pouvoir empêcher le picking ou la préparation de tous ces lots concernés, c'est-à-dire que s'il y avait, par l'opérateur, s'il y avait encore une commande en cours, au moment du flash, ça passera pas, on ne pourra pas du tout préparer ce colis. Et puis après, il y a plutôt une campagne opérationnelle qui va se mettre en place. Pour le rappel des produits dans les points de distribution. Alors, Monsieur Muller, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix de logiciel avec InLog? Naturellement, Sofrica a été équipé, puisque c'est Sofrica qui a développé TestFree,
puis on a, pendant longtemps, et encore maintenant avec le groupe Tesson, même si aujourd'hui les liens capitalistiques ont été coupés, Testfree s'est développé avec les besoins de la société, et voilà, par collaboration, on a enrichi le logiciel, et on est resté avec le logiciel pour plein de raisons. D'abord parce que c'est effectivement un logiciel qui est très adapté à notre métier, il s'est développé comme ça. Et puis, changer de logiciel pour une entreprise, quand tous les opérateurs sont habitués à l'utilisation de ce logiciel, c'est compliqué. Voilà. Donc, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Il y a combien d'opérateurs à peu près? Aujourd'hui, sur la partie entreposage, on est à peu près 1000 collaborateurs. Ouais. Voilà. Donc, et SoFreeLog West, c'est 350 collaborateurs. Ah, c'est intéressant parce que vous dites que justement le logiciel a grandi. En fait, une amélioration continue. Oui. Donc en fait, vous partez des besoins. Avec les besoins. Ouais, c'est ça. SoFreeLog West, quand elle était Sofrica, n'avait jamais travaillé dans les métiers de la distribution, par exemple. Or aujourd'hui, on a des plateformes de distribution pour Auchan, pour Aldi, pour Picard, pour voilà. Et bien cette partie distribution, picking, EDI standard s'est développée entre InLog et Sofrica pour répondre aux besoins des clients de Sofrica. Alors pour revenir sur sur ce que vous disiez sur la partie le logiciel pilote, je serais un peu plus précis. Le logiciel en fait enregistre ce qu'on fait, mais c'est toute la difficulté à savoir utiliser le logiciel sans se laisser piloter par le logiciel. Voilà. Les entrepôts ont quand même un pilotage opérationnel qui n'est pas dicté par Testfree, mais Testfree enregistre bien tout ce qu'on fait et Testfree propose sur la partie magasinage, sur la et voilà. Quand vous dites propose, c'est-à-dire quand un opérateur doit magasiner une palette, Testfree propose des emplacements. L'opérateur peut choisir de le mettre dans d'autres emplacements vides. Voilà, il y a un vrai dialogue avec le logiciel. Le logiciel ne dicte pas tout et ce que propose le logiciel est souvent ce qui est le plus optimum, parfois non. Et là, il y a un choix, les opérateurs doivent. Maintenant, si on vient sur les questions de la traçabilité des rappels de produits, je pense que tout le monde a entendu parler de la crise de la viande du cheval, la crise avec les steaks hachés où il y a eu malheureusement même des enfants décédés. Voilà, dans ce genre de crise, nous, entrepôts frigorifiques, on doit répondre dans l'heure, dans les 2 heures, enfin le plus vite possible, effectivement pour bloquer toutes les préparations en cours, bloquer toutes les palettes concernées qui sont encore chez nous, mais surtout fournir à la DSV, aujourd'hui la DDPP, toutes les informations de livraison, de destination des produits. Et ça, c'est des choses qu'on fait même à titre d'exercice avec nos clients. Et on se donne sur SoFreeLog comme obligation de répondre à toutes les interrogations dans les 2 heures. Et c'est pas rien. Et on y arrive à chaque fois dans ces exercices et en réel, grâce à ce logiciel, parce que on est capable d'identifier immédiatement tout ce qu'on a en stock chez nous et de fournir toutes les destinations des produits. Mais sur une crise comme celle-là, comme la crise des steaks hachés là avec Lidl, Aldi, et puis non seulement il faut voir ce qu'on a en stock, il faut voir ce qui est parti sur d'autres plateformes. Et il faut voir, quand on livre les magasins Aldi, quel magasin a eu quoi, quel jour, enfin voilà, il y a un flux il y a une masse d'informations et de données à fournir. Donc, avec ces logiciels, ça se fait très rapidement. Parce qu'on rappelle que vous avez dans votre façon de fonctionner, vous avez une cellule de crise. Alors, quand on a ce genre de crise, effectivement, on monte immédiatement une cellule de crise. Alors, une cellule de crise pour la communication avec les clients concernés, avec les administrations, dans ce genre d'affaires, avec la presse, parce que il faut, de manière extrêmement ferme, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui communique avec la presse.
soit c'est le service communication du groupe, soit c'est les dirigeants. Puis avec l'administration, là, c'est dans l'entrepôt concerné ou dans les entrepôts concernés qu'on communique avec nos services de l'État départementaux concernés. Et là, c'est les gens qui sont très experts dans l'utilisation du logiciel qui fournissent les informations nécessaires. Alors, comment est-ce que le WMS facilite la communication avec les autorités C'est assez simple. Hein. Nous, quand on réceptionne un produit, ce que vous disiez, on a toutes les informations du produit, donc de quelle référence article il s'agit, de quel DLC il s'agit, de quel lot de fabrication il s'agit. On a toutes ces informations-là, et c'est assez simple. Hein. On appelle, on fait une recherche de traçabilité sur une référence et les lots concernés, et là le logiciel nous donne immédiatement, ça a été réceptionné à tel moment, c'est stocké à tel endroit, ça a été expédié tel jour à telle heure, avec tel transporteur pour telle destination, et ces infos-là, on les a dans la seconde. Ouais, instantanément. Voilà, instantanément. Et donc, la recherche de traçabilité, soit le fabricant du produit, soit l'administration, parce que le problème a été détecté sur un emballage de steak haché consommé par telle famille, eh bien, les informations sont remontées au fabricant qui nous les redonne, et nous, avec ces informations-là, on arrive à avoir tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi, il y a 2 ans, un problème de fabrication de glace avec des graines de je ne sais pas quoi, là, qui venaient d'Inde, et bon, ça a été des milliers de litres de crème glacée sur différents parfums qui ont été rappelés chez Picard, chez Thirier, parce qu'il y avait un lot de je sais pas quoi en Inde qui avait été utilisé par Unilever, par Nestlé. Enfin, voilà, ces questions de traçabilité, elles sont permanentes. On les rencontre tous les jours. Et on doit être capable de tout identifier, de tout tracer. Comment vous travaillez ensemble, justement, Denis, avec les équipes de ce Freelog? On prend l'exemple, effectivement, de la viande. Sur un incident comme celui-là, on ne fera pas appel à InLog parce que tout est dans le logiciel. Tout est dans le logiciel et tout est dans les utilisateurs du logiciel savent faire des recherches de traçabilité. Et puis, ce que je vous disais, c'est que on a, nous, dans nos propres procédures, des exercices de gestion de crise en accord avec nos clients qui, de temps en temps, nous font faire des exercices de traçabilité, de gestion de crise. On fait la même chose avec la DDDP pour ne jamais faillir dans ce genre de situation. Un peu comme les pompiers qui font des manœuvres. Exactement. Qui s'exercent pour être opérationnel si ça arrive, en fait. Et c'est nous qui demandons à nos clients de nous tester sur ces sujets-là. Parce que quand ça arrive, il faut vraiment aller vite. Quels sont les indicateurs de performance que vous utilisez, Denis, sur le WMS, sur cette solution qu'est Esprit, notamment sur le rappel de produits? Alors, les indicateurs de performance aujourd'hui disponibles dans le logiciel sont vraiment d'ordre opérationnel, préparatoire notamment. Au niveau de la traçabilité, on peut monter des indicateurs de performance à la demande. Chez Sofrilog, par exemple, ça peut très bien être le nombre de rappels sur une année répartis par typologie de produit. Ça peut donner des indicateurs. C'est assez variable parce que ces indicateurs-là sont conçus et intégrés en fonction de nous, en fait, ce qu'on va nous demander, de ce que nos partenaires vont nous demander. Ils peuvent être évolutifs aussi. C'est assez aléatoire, on peut avoir n'importe quel type d'indicateur. Ah, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on parle toujours d'amélioration continue du logiciel, en fait. Ah oui. Alors, et vous l'avez très bien dit, Hervé, sur l'opérateur qui, in fine, va choisir l'emplacement du produit, alors que c'est le logiciel qui lui propose la place la plus optimale. J'en viens à la question de l'intelligence artificielle. C'est quelle est la place de l'intelligence artificielle dans l'amélioration continue de votre logiciel pour faciliter justement le travail des opérateurs? Alors l'intelligence artificielle, alors attention à ce qu'on met derrière, mais néanmoins on commence à utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour 2026 et dans notre nouveau Test Free 10.
Bon, je vais prendre un exemple qui est encore au stade de la recherche et développement, mais qui est quand même assez parlant. C'est notamment celui d'améliorer le confort des opérateurs qui préparent au quotidien. Aujourd'hui, on a des systèmes vocaux. Demain, on pourrait très bien imaginer une HoloLens, par exemple. Alors, une HoloLens, c'est une lunette à réalité augmentée. Et plutôt que d'avoir du papier crayon ou un système vocal, eh bien, vous auriez de projeter sur la réalité des chemins où vous allez vous diriger dans les allées, dans les rayons, et puis en surbrillance sur la réalité, vous aurez le colis que vous devez prendre. Et au moment où vous le prenez, en fait, vous n'avez plus besoin de flasher puisque la lunette a déjà reconnu le code barre ou le QR code. Et l'intelligence artificielle peut même, par exemple, la caméra peut détecter un colis au sol et déjà vous dire, prends le colis et va le ranger là-bas. C'est James Bond, quoi. C'est une lunette de James Bond, c'est ça. Attention. Parce je plaisante quand je dis ça, mais ça fait penser à ça, effectivement. C'est en recherche et développement, mais oui, c'est l'avenir. Il y a aussi le fait de, comme on disait, oui, le logiciel est permissif. C'est-à-dire qu'il va vous conseiller d'aller ranger la palette à un endroit, mais vous pourriez très bien la mettre à un autre. Avec l'intelligence artificielle, c'est à 99% le bon endroit. C'est ça. Voilà. Non, mais si c'est pas 99% le bon endroit aujourd'hui, c'est 90%. Enfin, alors, mais le logiciel, surtout l'intérêt de ce logiciel, c'est que on peut le paramétrer dans tous les sens en fonction des critères justement d'optimisation de l'entrepôt. Et une fois qu'on l'a paramétré, on lui obéit parce qu'il nous fait faire ce qu'on lui a demandé de nous faire faire. Donc, alors on rappelle quand même que vous chez Inox vous n'avez pas que TestFree, hein, parce que là c'est spécialisé grand froid. Il y a d'autres logiciels qui sont du même acabit, si je puis dire, pour d'autres activités. Hein, on est d'accord. Oui, alors TestFree est quand même notre produit phare. Et effectivement, on a une solution qu'on appelle CRM GESCO, qui du coup vient en amont de TestFree, c'est-à-dire c'est toute la partie gestion de produits, relations clients, tout le suivi avant le WMS, et au moment où la commande est passée par un client, par un demandant, cette commande va descendre dans le WMS. Très bien. Donc le WMS s'occupe de toute la partie organisation, je dirais, et puis à la fin du process WMS, ça peut retourner dans la GESCO pour toute la partie facturation. Et d'ailleurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle est très intéressante, puisqu'on a un système qui concerne la facturation fournisseur, où on vient lire automatiquement des factures, c'est ce qu'on appelle un OCR, mais qui embarque une intelligence artificielle qui lit des factures PDF et qui vient comparer la commande initiale enregistrée. S'il n'y a pas d'écart, on peut directement la valider. Et puis après, elle permet à l'intelligence artificielle d'obtenir, avec les mêmes indicateurs que l'on utilise habituellement, parfois on a des résultats qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus poussés. Et parfois on voit même des choses qui ne nous sautaient pas aux yeux. Et la place de l'intelligence artificielle dans le rappel des produits, justement. Comment est-ce que vous la voyez? Qu'est-ce que vous en attendez? Dans le rappel des produits, je pense qu'il ne faut pas être sélectif. Il vaut mieux rappeler trop que pas assez. Et vouloir être fin dans le rappel, c'est prendre le risque de ne pas rappeler certains produits qu'il aurait fallu rappeler. Donc là, il y a une exhaustivité nécessaire du rappel qui fait que il n'y a pas à réfléchir ou à être fin pour être optimum. Autant rappeler un peu plus que pas assez. Ouais, je suis complètement d'accord. Une chose qui n'a pas été dite sur TestFree, c'est que nous sommes prestataires logistiques. Et donc TestFree nous aide aussi à facturer nos prestations. Donc tout ce que nous faisons comme prestataire d'entreposage frigorifique, les réceptions, le stockage, la préparation de commandes, les rappels, les prestations de congélation, de décongélation, tout ça est enregistré dans le logiciel qui assure la facturation de notre prestation. Et ça vous fait gagner un temps fou. Voilà. C'est tout l'intérêt. Vous avez une question? Alors, juste une parenthèse sur l'intelligence artificielle, qui n'a rien d'intelligent, rien d'artificiel. J'en veux, pour exemple, essayer de donner une adresse à Siri pour vous emmener quelque part, et vous avez tout de suite compris. Mais bon, c'était pas ça. Je voulais rebondir sur le fait, on parlait de traçabilité, on fonctionne avec des codes barres. Quand vous flashez en entrée une palette qui vous vient d'une usine, vous flashez
le code barre et vous rentrez dans vos données ce que le fournisseur a mis. Où est-ce que vous rebalayez la totalité des produits? C'est-à-dire on retire la palette, on retire les cartons, on ouvre et on flash produit par produit. Alors ça, c'est selon la demande de prestation que nous fait nos clients. Très souvent, par exemple, quand on travaille pour un industriel pour lequel on stocke son produit fini surgelé et on est stockeur avant que la palette parte sur une plateforme de distribution, Carrefour ou autre. Avec ce type de client, on est en échange de données informatiques. Le client nous envoie ses données. On envoie souvent en EDI un bon de livraison, hein, et quand on réceptionne les palettes, là on flash, on compare aux données que nous a envoyées le client. On a des contrôles visuels. Est-ce que c'est quand même la bonne référence? Est-ce que le client ne s'est pas gouré d'étiquette? Mais on rentre pas dans le produit. On rentre pas dans le produit. Si on voit que visuellement, sur une lecture d'étiquette, etc., tout est conforme, là, c'est la bonne palette, c'est le bon code barre, la palette est enregistrée et on assure la traçabilité avec les données que nous a fournies le fabricant du produit. Maintenant, on travaille pour Fleury Michon où on stocke de la matière pour Fleury Michon. Voilà. Là, c'est différent. Fleury Michon achète des produits, les produits sont livrés chez nous. Donc là, on contrôle tout. On contrôle tout jusqu'à enregistrer même manuellement toutes les données du produit, les lots, etc. On fait de l'échantillonnage, on bloque la palette dans nos systèmes tant que les résultats de l'échantillonnage fait par Fleury Michon, qui lui-même fait des contrôles, et là, organoleptiques, même bactériaux, voilà. Et quand Fleury Michon débloque le produit après ses tests sur les échantillons qu'on a prélevés, on libère le produit, mais la traçabilité est assurée avec tous les contrôles qu'on a fait, ce qu'on a enregistré dans le système. Donc on va du totalement manuel parce qu'il y a tous ces contrôles dont vous parlez, au totalement automatique parce qu'on a confiance dans les données envoyées par le fabricant. Voilà. C'est selon le cahier des charges qu'on a avec nos clients. Et la deuxième partie de la question, c'était de dire, est-ce que quand on voit arriver par exemple des cartes RFID sur des produits, en lieu et place des codes barres, est-ce que c'est pas la fin du code barre et l'avènement de la carte RFID? On n'a pas dans le monde du surgelé de plus RFID encore. On est encore sur le code barre. Alors, ça viendra sûrement. On y a déjà pensé nous, mais ça n'est pas encore le cas. Il y a plusieurs problématiques à la RFID, c'est notamment les racks de stockage eux-mêmes ou l'environnement en général qui, s'il comporte trop de métal, peut faire un blocage. Vous parliez d'intelligence artificielle, elle peut aussi nous servir en cas de contrôle visuel. C'est-à-dire dans le cadre du e-commerce notamment, quand on commence à préparer à l'unité, si le produit est emballé dans une boîte où on connaît parfaitement le design de la boîte, eh bien, on peut enregistrer ce design et puis chaque produit qui sera préparé, en fait, on va faire un comparatif d'images avec des algorithmes, effectivement, mais l'intelligence artificielle, hormis l'auto-apprentissage de la machine, c'est pas si artificiel que ça. Mais en tout cas, cette reconnaissance d'image peut être faite au moment de la préparation par un système optique ou autre, et tout de suite bloquer l'opérateur si la boîte ne correspond pas trop. Ou, on peut tout de suite bloquer les préparations. Ça peut marcher notamment avec de la viande pendue. Peut-être que l'algorithme, on peut lui faire apprendre ça c'est une viande bloquée, ça c'est une viande KO, et puis l'algorithme, avec une caméra adaptée, on peut arriver à faire des choses comme ça. Merci pour vos questions et merci donc à nos invités Denis Pasquier, directeur des opérations supply chain chez Inlog, et Hervé Muller, directeur général de Sofrilog West. On peut les applaudir. Merci pour ces échanges.